pas développer. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. Et donc en particulier, je voudrais d'abord remercier les gens qui sont là d'avoir signé pour beaucoup le projet d'appel sur la loi Toubon que nous allons lancer donc, à l'occasion de la semaine de la francophonie. Chaque année, c'est le 20 mars à peu près, hein, c'est la date qui a été retenue par les organisations francophones à l'échelle mondiale. Donc on va essayer de lancer ça à peu près à ce moment-là. Et si vous pouvez nous aider effectivement à trouver des signatures, et si possible aussi des signatures entre guillemets prestigieuses, puisqu'il faut passer la barrière des médias, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça serait absolument nécessaire. Il faut aussi avoir une politique de communication en matière de langue, sinon ça serait un paradoxe. Alors la première des choses que je voudrais dire maintenant sur le fond, si vous voulez bien, c'est d'abord que, effectivement, le concept qui me paraît émerger un petit peu ici, hein, la dernière intervention était très intéressante de ce point de vue-là, c'est le concept de servitude volontaire. Nous sommes dans la servitude volontaire. Il y a bien entendu une volonté de l'impérialisme transatlantique, disons, et des élites qui le pilotent pour imposer la langue anglaise, la langue du maître, pour l'instant, hein, c'est pas en soi la langue du maître, peut-être autre chose cette langue. Donc, à l'échelle de la planète, et c'est relayé par les élites, entre guillemets, de chacun des pays. Je réponds tout de suite à la question au sujet de l'allemand. C'est encore plus grave en Allemagne que chez nous. Hein, l'allemand est encore plus sapé, atteint, détruit que le français. Et bon, de ce point de vue-là, les locuteurs de l'allemand se plaignent énormément, et ils ont encore plus de mal que nous à se faire entendre, puisque bon, chez eux, pour des raisons historiques, la défense de tout ce qui est national a été fortement compromise avec un certain nombre de choses, et donc ils ont du mal à faire entendre. Alors pourtant, moi qui suis philosophe, si vous voulez, en tout cas prof de philo de formation, si vous voulez, je considère que la perte de la langue allemande serait une catastrophe absolument terrible du point de vue de la culture, et notamment de la culture philosophique, bien évidemment. Bon, cela dit, en même temps, ils savent utiliser aussi leur langue commercialement. Par exemple, si vous voulez, les Français, stupidement, les dirigeants, même stupidement du point de vue, disons, du marché, la conquête du marché, dissimulent complètement l'origine française des produits, puisque c'est toujours vendu en anglais. Même les parfums, même les produits qui sont censés, disons, entre guillemets, vendre le plus la France, sont vendus en anglais, ce qui n'est pas forcément intelligent. Hein. Et, bon, peut-être pas au Japon, ça, ce sont les Japonais qui sont intelligents, ce ne sont pas nos hommes politiques, nos managers français. Tandis que les Allemands utilisent quand même l'allemand, parce que, par exemple, comme la mécanique allemande a une certaine réputation, eh bien, ils vous disent, par exemple, Volkswagen, das Auto. Vous voyez, et donc là, vous entendez l'allemand et il est vendeur. Bon, donc ils savent aussi jouer quelquefois un petit peu là-dessus. Enfin, bon, c'est anecdotique quand même, ce qui déferle sur la France, déferle sur toute l'Europe. L'Italie, par exemple, est effectivement très menacée, puisque le Politecnico de Milan, qui est la première université qui s'est véritablement montée en Italie à l'époque, en gros, de la Renaissance, va passer tout anglais, bien que le Conseil constitutionnel anglais ou l'équivalent, italien, ou l'équivalent, ait décrété que c'était illégal. Bon, donc, malgré tout, ça se fait petit à petit, ils y arrivent très rapidement. Et donc, ce qui se met en place, c'est le tout anglais pour tout le monde, et puis, bon, ce que j'appellerais l'italglais, le Denglish, hein, les Allemands disent le Denglish à propos du Deutsch, hein, Deutsch English, bon, et ainsi de suite. Vous comprenez bien qu'évidemment, à partir de là, patois pour tout le monde, c'est-à-dire une espèce de langue appauvrie, truffée de néologismes anglais dans toutes les langues, qui ne seront d'ailleurs même pas les mêmes d'un pays à l'autre, si bien qu'on ne pourra quand même pas continuer à se comprendre. Hein. Bon, un peu comme le latin à l'époque des Romains, il y avait la langue d'Empire, mais pour autant, un Gaulois qui parlait latin ne comprenait pas un Ibère qui parlait latin, et ainsi de suite, et la preuve, c'est que ça a donné le français, l'espagnol, l'italien, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas une... Il faut bien comprendre que ce n'est pas pour autant que tout le monde se comprendra, que ce sera merveilleux, et qu'on se tombera dans les bras les uns des autres, tel que c'est parti. Alors, effectivement, comment faire pour résister à la servitude volontaire? La servitude volontaire, il faut d'abord la faire apparaître. Tant que la résistance est faible, la collaboration ne se voit pas. Il faut que la résistance soit plus forte. Résistons, faisons apparaître les choses, mettons les pieds dans le plat, hein, et notamment faisons comme tout à l'heure notre camarade là, qui disait que, en tant que prof de physique, elle intervenait, quitte à paraître bébête, même à un certain moment. Hein. Si vous voulez s'appelle, il faut oser paraître bête quelque part pour montrer que, bon, eh bien, on y a droit et on le prend. Donc, un droit, ça se prend. Hein, ça se quémande pas, il faut l'imposer. Il y a une loi, vous n'êtes pas content, monsieur, ben, ça m'est égal. Il y a une loi, si vous voulez,
je vous la montre et vous allez devoir vous incliner devant la loi. Il y a quelque chose ici qui est de cet ordre, en définitive. Si vous faites apparaître la résistance plus souvent, vous ferez apparaître le collaborateur comme collaborateur. Alors que le collaborateur, généralement, ne demande pas mieux que de collaborer, même en disant qu'il résiste, puisque le comble, c'est cette fausse gauche que nous trouvons sans arrêt sur notre terrain, et qui va venir nous dire, au moment où nous allons résister d'un point de vue linguistique ou de notre point de vue, que nous sommes des nationalistes, et donc que c'est eux qui sont les gens critiques, etc., etc. Bon, démasquons les faux résistants, faisons apparaître les vrais résistants, et du même coup faisons apparaître les vrais collaborateurs, si l'on peut dire, d'une certaine façon. Bon, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport à ce qui a été dit. C'est vrai que ça serait bien qu'effectivement, il y ait une bonne maîtrise de l'anglais, bon, et qu'en même temps, on ait partout, dans l'espace public, le français. Alors le problème, c'est que dans notre pays, en tout cas, alors je ne connais pas dans le détail ce qui se passe effectivement dans les pays scandinaves, mais en tout cas dans notre pays, il y a une volonté délibérée. Cette volonté, je la vois se manifester de 100 façons. Si vous voulez, quand vous êtes président d'une association de défense de la langue française, vous essayez au début d'être gentil, d'apporter un certain nombre d'éléments de contestation, vous vous adressez au Monde, vous vous adressez à l'IB, vous vous adressez à France Inter, vous vous adressez à Télérama, etc. Et partout, c'est le blocage. Ils n'en veulent pas. On ne peut pas en parler. C'est interdit. Et vous vous rendez très vite compte qu'en fait, alors, si vous voulez par exemple, on proposerait qu'il y ait une bonne maîtrise de l'anglais par tout le monde, et que par ailleurs le français, comme ça se passe donc au Danemark ou en Suède, etc., soit, disons, utilisé rationnellement dans l'espace public et ainsi de suite, peut-être qu'ils entendraient très bien cela, mais ils entendraient que la première partie. C'est-à-dire, tout le monde aurait encore plus d'anglais, mais pour la deuxième partie, ils n'entendraient pas, parce qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils veulent casser la langue française. Il y a une volonté politique, et cette volonté politique, peut-être qu'elle est, même chez les dirigeants, disons, d'ordre inconscient pour une part, puisque effectivement c'est leur habitude de classe. J'entends bien ce qui est dit sur Marisol Touraine, et ainsi de suite. Mais quand même, quand on s'adresse à eux, je vous donne un exemple très simple, puisqu'il est question de Marisol Touraine, j'entends le mot Touraine, même si c'est pas exactement cela. Lorsque la Touraine elle-même, maintenant, la politique du Conseil général ou du Conseil régional, je ne sais plus exactement, de cet endroit-là, de cette contrée, si vous voulez, renomme systématiquement Loire-Vallée, V-A-2-L-E-Y, qu'on leur écrit, qu'on les menace d'intervenir légalement sur ce sujet, et ainsi de suite, et que pour finir, eh bien, ils vous envoient sur les roses, c'est une politique, c'est un choix. Et donc ce choix-là, il faut le casser, et on ne peut le casser que par une résistance déterminée. Après, moi, je suis preneur de toutes les mesures possibles, imaginables. On serait dans un pays démocratique, au véritable sens du terme, effectivement, on pourrait élaborer des revendications tout à fait affinées. Peut-être celles que je propose ne l'étaient pas suffisamment. Moi, j'essaie de trouver des revendications qui puissent fédérer un petit peu toutes les associations de défense de la langue française et en même temps parler au peuple sur le thème du protectionnisme contre le libre-échangisme. Quelque chose de ce genre, le protectionnisme républicain. Après, il a été dit, donc je ne réponds pas dans le détail, mais je n'ai pas trop le temps, vous comprenez bien. Il a été question d'un point que je n'ai pas développé effectivement dans mon exposé, mais vous l'avez très bien ramené dans la discussion, c'est le rapport entre les signifiants et les signifiés, entre les idées et les mots. Héritage de mots, héritage d'idées. Ça a été très bien développé, notamment par notre collègue, camarade physicienne. Effectivement, Bachelard parlait de rupture épistémologique quand il indiquait le passage entre les mots de la langue courante, le mot champ par exemple, effectivement, comme ça a été dit, ou le mot matière aussi, qui au départ, matéria en latin, c'est le bois dont on fait les navires. Bon, évidemment, il faut que nous apprenions à une certaine psychanalyse des mots et donc à nous débarrasser de ce contenu imagé pour passer au concept. C'est la rupture épistémologique qui est donc ici en question quand on passe au mot anglais qu'on entend forcément donc d'abord le sens concret, qu'on n'entend pas le sens abstrait, qu'on n'entend pas le sens intelligible si l'on peut dire, et que par conséquent du coup on perd les lumières se perdent en route. C'est la raison qui est en jeu, c'est le sort de la raison. Tout à l'heure notre camarade là, sur ma gauche a évoqué Finkielkraut. Bon, effectivement, c'est pas quelqu'un sur tous les terrains du vrai, bien évidemment, mais quand il dit des choses justes, c'est pas parce que c'est lui qui les dit qu'il ne faut pas les entendre. De toute façon, ça serait stupide de le lui laisser. Un simple mot encore, par exemple sur le boson de Higgs, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Je suis en lien avec un physicien belge qui a travaillé avec les physiciens qui ont été à l'initiative de cette découverte au départ, ce sont des Belges.
si on peut travailler là-dessus. Vous voyez bien que c'est quand même finalement sur le nom d'un anglais qu'on s'entend pour attribuer et dénommer la découverte. Bon, ben, ce boson de Higgs est devenu la particule de Dieu dans les médias. Ce n'est pas innocent idéologiquement, vous voyez toute la charge de créationnisme qu'il y a là derrière. Alors qu'au départ, c'est the goddamn particle, c'est-à-dire la maudite particule. C'est ça que ça dit en anglais. Hein, la maudite particule, c'est-à-dire cette particule dont les physiciens ne savent pas très bien si elle existe, si elle n'existe pas, s'ils vont la trouver, s'ils n'ont pas la trouver, et qui a un contenu assez paradoxal, quoi, disons, en quelque sorte. Donc, bon, les Anglais l'entendent quand ils le disent, hein, cette maudite particule. Et, bon, les Français qui récupèrent le mot et qui parlent, non pas l'anglais, mais le anglais, en quelque sorte, entendent, eux, la particule de Dieu. Et à partir de là, on dérape complètement sur le terrain idéologique. C'est grave, en quelque sorte. Et donc les lumières servent à nourrir les ténèbres. Voilà, c'est en quelque sorte quelque chose qui est grave. Les mots aussi de notre langage quotidien, et ici particulièrement du langage républicain hérité de la Révolution française, sont également gravement compromis. Le mot républicain, par exemple, il est contaminé par le sens américain du mot. Aujourd'hui, des gens comme Finkielkraut jouent d'ailleurs un peu là-dessus. Je suis républicain, mais qu'est-ce qu'il faut entendre? On entend toute une dimension réactionnaire là-dedans, alors qu'évidemment nous entendons tout autre chose. Le mot libéral, de la même façon, en France il n'a pas du tout la même signification qu'aux États-Unis, et les contaminations, donc les contresens sont manifestes et permanents sur ces sujets-là, au point même d'inverser la droite et la gauche, le progrès et le conservatisme, et ainsi de suite. Je ne développe pas, je n'ai pas trop de temps. Donc, le problème c'est que la servitude volontaire va de pair, si vous voulez, avec une espèce, disons, d'autodestruction des défenses immunitaires de notre pays. Car, en gros, le Conseil constitutionnel, pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure, vous l'avez déjà vu, il n'a jamais cassé une seule loi réactionnaire, une seule loi antisociale. Et c'est même le Conseil constitutionnel qui a lui-même édicté ce précepte qu'on ne trouve pas en Allemagne, par exemple, selon lequel les lois européennes ou les directives européennes sont supérieures à la Constitution française. C'est le Conseil constitutionnel qui nous dit que la Constitution française passe après les directives européennes. Vous voyez bien que les collabos sont au plus haut niveau. Il est là le problème. Hein. C'est déjà arrivé dans l'histoire du pays. Il y a une espèce de pétainisme mental qui est présent à ce niveau-là. Et donc, soyons très attentifs à ça et ne comptons pas sur ces gens-là pour nous défendre. Ensuite, sur la loi Toubon, encore un petit mot sur la loi Toubon, très important. La loi Toubon, beaucoup de gens veulent la casser. D'ailleurs, Toubon lui-même, qui est toujours vivant, a cessé totalement de la défendre. Hein. Et en réalité, parce que bien sûr, c'est une loi de protection, donc le mot est très mauvais, n'est-ce pas? Nous sommes dans la période du libre-échange, la concurrence libre et non faussée. Donc, il ne faut plus de loi Toubon. Et bien au contraire, nous devons, sans complexe, non seulement la défendre, mais demander qu'elle soit durcie. Qu'elle soit durcie et que, notamment, le simple citoyen puisse porter plainte au titre de la loi Toubon, que ça devienne une infraction qui ne condamne pas, si vous voulez, à 30 ans de prison, bien évidemment, mais qui soit dotée d'amendes, de fortes amendes. Et donc, il faut les frapper à la caisse. Hein, c'est tout simplement ça qu'il faut obtenir. Bon, ensuite, la résistance francophone, elle doit se faire en France, bien entendu, mais elle doit se faire à l'échelle de la francophonie internationale, sans compter trop sur les institutions de la francophonie internationale, bien que quand même, dans la dernière période, un certain nombre de responsables de cette francophonie, devant le gâchis, devant la déferlante énorme, etc., ont fini par dire un certain nombre de choses. Abou Diouf, par exemple, qui a fini par dire quand même que c'était scandaleux ce qui était en train d'arriver, et même à dire que c'était quand même bien dommage que la France, qui devrait être un peu l'épicentre de la francophonie, soit le pays le moins francophone qui soit dans la défense de la langue. Le Québec, effectivement, défend davantage la langue, et ainsi de suite. Mais la palme de l'abandon de la langue française, c'est quand même la Wallonie. C'est la Wallonie qui ne défend pas du tout la francophonie. Quand vous allez à Liège, vous arrivez au Liège Airport, n'est-ce pas, immédiatement. Il y a aussi une résistance, je n'ai pas parlé de celle-là, mais il faudra y veiller, c'est la résistance à la charte européenne des langues minoritaires et régionales. En deux mots simplement, je ne l'ai pas abordé, mais il faut l'avoir en tête. La déconstruction de la langue française se fait de la même façon que la déconstruction de l'État-nation, par en haut et par en bas. Hein, donc en gros, vous avez le supranational et le régional pour casser le national. Bon, et bien là, vous aurez la même chose. Vous aurez le tout anglais au niveau, disons, du supranational. On va imposer petit à petit la co-officialité, c'est déjà en large
déjà lancé très fortement en Bretagne, en Corse et ainsi de suite, pour les langues régionales. Et derrière cela, j'attire votre attention sur le fait que je ne suis pas un adversaire des langues régionales, c'est un bien national, il faut les apprendre dans le cadre de l'école de la République pour ceux qui souhaitent le faire, il faut leur donner les moyens de résister, d'exister, etc. Moi-même, je suis d'origine méridionale, et donc j'entendais mes grands-parents parler de Nissar quand j'étais petit, comme peut-être Lucien Pons ici présent. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir que petit à petit ces choses-là disparaissaient. Donc ce que je dis là n'est pas tourné contre les langues régionales, mais contre l'utilisation politique qui en est faite pour désarticuler le territoire, pour ethniciser le territoire. C'est ça qui est beaucoup plus grave. Et surtout pour imposer encore plus le tout anglais. Car on n'entend jamais que c'est la charte européenne des langues minoritaires et régionales. Pas seulement régionales. Les langues minoritaires, mais l'anglais est déjà une langue minoritaire en France. Et il n'a pas besoin d'un territoire. Il y a la déterritorialisation de la langue qui est en cours là derrière. En région parisienne, on estime à 17% le nombre des entreprises qui ne travaillent qu'en anglais. Donc déjà, c'est une langue minoritaire de France, si vous voulez, l'anglais. Et bien entendu, on va pousser en avant le breton, l'occitan, le basque, et ainsi de suite, parce que ça fait terroir, c'est bien chez nous, etc. Ça passe bien. Et puis à l'arrière-plan, bien sûr, si vous voulez, le français et le breton vont se disputer, le français et l'occitan vont se disputer, et c'est comme dans la fable de La Fontaine, le chat, la belette et le petit lapin, si vous voulez, pendant que les petits se battent, le gros les mange, et là, ce n'est pas Ramina Grobis qui va manger la belette et le petit lapin, c'est Ramina Globiche, qui va les avaler, si vous voulez, l'un et l'autre. Bon, alors cela étant, je finis, c'est le dernier mot, je ne veux pas aller plus loin, simplement, donc, bien sûr, il y a un mot qui est apparu ici, beaucoup de personnes l'ont avancé, c'est la pluralité des langues. C'est une richesse absolue. Là encore, ne nous laissons pas piéger. On voudrait nous faire croire que l'international, c'est la mondialisation capitaliste, c'est-à-dire le rabotage de toutes les différences. C'est un crime terrible contre la culture. Il n'y a pas de pensée s'il y a une pensée unique. Une pensée égale zéro pensée. Quelque chose comme ça. Bon, la pensée, ça commence à deux, comme le nombre d'ailleurs. Bon, s'il y avait que l'unité, il n'y aurait pas de nombre, en réalité. Unité, après, c'est ce qu'on compte, mais il faut pour ça de la pluralité. C'est la dialectique de l'un et du multiple qui a créé la philosophie, par exemple. Effectivement, pensée unique et langue unique, ça marche ensemble. Et puis derrière la langue unique, politique unique, économie unique. Quel monde totalitaire se met-il en place avec, à l'arrière-plan, en plus, l'illusion que c'est la liberté. C'est vraiment, effectivement, Orwell. Nous sommes dans Orwell. Un totalitarisme planétaire, c'est-à-dire la chose la plus grave qui se soit jamais produite, puisqu'il n'y aura plus d'ailleurs, en quelque sorte. Et qui se présente, qui plus est, sous l'égide de la liberté. Voilà. Donc on est dans la chose la plus grave qui puisse effectivement se faire. À partir de là, défendons la pluralité des langues, toutes les langues, l'enseignement de plusieurs langues. Et dernière chose, effectivement, j'ai été très sensible à ce que disait le collègue tout à l'heure, pardon, Patrice, donc effectivement, sur la question du bruit et du silence, en quelque sorte. Vous connaissez la phrase qui dit que quand on vient d'écouter un concert de Mozart et que ça s'arrête, le silence qui suit est encore de Mozart. Et bien moi je souhaite que quand nous sortirons de cette réunion tenue en français, le silence qui suit soit encore en français.